Nous sommes le jeudi 10 février 2022. Mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure du journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, parlant météo pour commencer ce journal. Selon les prévisions météorologiques, aujourd'hui, une cyclogenèse est en cours de formation dans l'océan Indien et pourra se transformer en tempête tropicale à partir de dimanche 13 février prochain. Cette formation de cyclogenèse est suivie de près par les météorologues, mais il est encore trop tôt pour dire si ce dernier aura un impact sur le climat dans la Grande Île, selon Météo Madagascar. Les détails avec Fanjessena Mireille. Des nuages orageux se forment actuellement dans l'océan Indien, selon le service de la météorologie aujourd'hui. Il s'agit de la formation d'une cyclogenèse et dont l'évolution peut se transformer en tempête tropicale d'ici le début de la semaine prochaine, soit le dimanche 13 février prochain, selon les prévisions. Cette formation de cyclogenèse est suivie de près par les météorologues, mais à ce stade, il est encore difficile de prévoir son impact sur le climat de Madagascar, notamment dans la partie nord et nord-est, selon toujours les explications. Malgré cela, les populations dans les régions d'Iana et Sava sont invitées à faire preuve de vigilance et de suivre de près l'évolution du climat, surtout en début de la semaine prochaine, précise le service de la météorologie aujourd'hui. Et parlant des impacts du cyclone à Madagascar, les experts de la protection civile de l'Union européenne se déploieront sur le terrain à partir de demain pour prêter main forte aux sinistrés des cyclones Ana et Batsirai à Madagascar. L'Union européenne, à travers ses États membres, renforce leur aide et soutien pour le pays depuis le passage de ces intempéries. Outre l'arrivée d'une aide d'urgence les 5 et 6 février dernier et l'arrivée des experts dans le pays, la France et l'Allemagne ont apporté également une aide d'urgence à travers la livraison de 2 modules de purification d'eau, mais aussi l'utilisation du satellite Copernicus pour fournir les images spatiales détaillées sur l'étendue des dégâts dans les régions sinistrées. Le BNGRC, pour sa part, se chargera de la coordination de ces interventions et la détermination des zones d'intervention afin que chaque district ait sa part d'aide et de soutien, selon le directeur général de cette entité. Les interventions à Madagascar pourront durer entre 3 à 4 semaines selon les prévisions. Écoutons à présent l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar. Voilà, donc le concept de réponse rapide, c'est le fait que pratiquement quelques jours après l'impact du cyclone, on avait déjà presque 100 personnes sur place. Et des matériels sont arrivés. Si on considère les matériels amenés par les Français, les matériels amenés par les Allemands et l'équipe européenne ici, effectivement, on a déployé avec une rapidité considérable, pas seulement des moyens, mais aussi des personnes, des experts. Donc évidemment, tout ce que nous faisons se fait en étroite coordination avec le BNGRC, qui est l'entité qui en général gère ce type de crise. Et évidemment, tout a été fait, concordé avec le gouvernement et avec la présidence de la République. Donc en principe, on s'insère dans un effort malgache pour soulager les populations malgaches. Mais évidemment, vu l'entité de ce qui s'est passé avec les 2 cyclones un après l'autre, les moyens ne sont pas illimités. Et donc nous, dans le cadre de l'amitié qu'on a envers Madagascar depuis plus de 60 ans, on a fait le possible pour mobiliser rapidement les forces de nos États membres et pour donner à Madagascar un outil rapide, mais aussi, disons, qui s'insère dans la logique de l'assistance qu'effectivement les autorités veulent déployer aux populations. Parlant projet présidentiel, la construction des logements sociaux selon les pouvoirs d'achat des Malagasy figure parmi les programmes de l'État actuel. La commune d'Immersiatousk, dans le district d'Arivunma, figure parmi les bénéficiaires de ce programme. Hier, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a visité le chantier de la construction de ces logements dont les travaux sont achevés à 70% actuellement. Les détails sur les images de Nzar Ranjiansu. La construction des logements sociaux à la portée du pouvoir d'achat des Malagasy figure parmi les projets présidentiels afin que chaque Malagasy puisse bénéficier de logements modernes. C'est le cas des 320 logements qui sont construits ici dans la commune d'Immersiatousk.
Selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, ce type de logement peut coûter entre 800 000 arrières à 1 million d'arrières dans la capitale, alors que l'État offre une possibilité d'en acquérir selon un système de vente-location pour près de 120 000 arrières par mois. De plus, c'est un duplex de 3 chambres avec grand living et douche, outre les 2 grandes chambres à l'étage, mais aussi un espace pour jardin et voiture devant la maison. L'État apporte son appui au niveau foncier et pour la construction du logement. Les travaux sont achevés à 70% actuellement. Par ailleurs, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat avec le CPGU et l'ONU Habitat a mis en place un guide pour la construction des infrastructures dans les zones les plus touchées par les catastrophes naturelles chaque année. Ce guide aidera les collectivités territoriales décentralisées à sensibiliser la population à construire leurs maisons selon les normes requises afin qu'il y ait moins de dégâts à chaque passage d'un cyclone, selon le secrétaire d'État. Ainsi, ces guides seront répartis dans les lieux les plus touchés par les catastrophes naturelles. Parlons à présent programme scolaire. Le suivi justement du programme scolaire connaît du retard pour certaines écoles privées d'après leurs explications aujourd'hui. Par conséquent, pour ce deuxième trimestre, ces derniers se focaliseront sur le rattrapage et sur la finition du programme scolaire. Pour le cas des universités privées, le programme suit son cours normal étant donné que l'enseignement n'a connu aucune interruption malgré la Covid et les catastrophes naturelles grâce à l'enseignement en ligne. Reportage de Fiti Merkoufein, c'est des images d'Yves Genel. Cette école se concentre sur le rattrapage des leçons du premier trimestre en ce début du second trimestre, d'après les explications des enseignants. Suite aux nombreuses suspensions des cours, ces derniers vont désormais se focaliser sur la finition du programme scolaire jusqu'à la fin du mois de mars, surtout pour les classes d'examen. Les examens officiels qui sont également avancés pour cette année scolaire. Les écoles sont donc en retard dans le cadre du calendrier scolaire si au niveau de l'enseignement supérieur, privé, tout va pour le mieux. En effet, malgré les suspensions des cours, l'enseignement n'a jamais vraiment connu d'arrêt au niveau supérieur grâce aux cours en ligne. Toutefois, les responsables affirment qu'il n'y a pas mieux que les cours en présentiel pour garder les étudiants en activité. Ces derniers affirment également que le niveau intellectuel des élèves a légèrement baissé suite aux événements survenus récemment. Bien que les cours sont de nouveau autorisés en présentiel, les universités privées adoptent pour l'instant l'alternance des cours en ligne et des cours en présentiel. La commune urbaine d'Antananarivo améliore les stratégies pour la gestion du marché de Beourirk actuellement. Selon une autre sortie par le maire Nen Anjatitwen, aujourd'hui, le premier étage de ce marché sera utilisé pour la restauration. Il y est clairement stipulé que les commerçants qui ont eu droit à une place mais qui ne l'ont pas utilisée ne pourront plus y revenir. C'est Sylvain nous en dit plus. Seulement un tiers du grand marché construit à Beourirk est occupé à l'heure actuelle. Les marchands reviennent à leurs mauvaises habitudes en étalant leurs marchandises du côté du building à Marson et à Beourirk où ils inondent les trottoirs et gênent la circulation. La commune urbaine d'Antananarivo a pourtant construit des marchés pour éviter cela. Il s'agit également d'attirer les consommateurs et d'améliorer la qualité de vie des marchands. Il ne s'agit pas seulement de Beourirk, mais tous les marchands de la capitale, afin que ces derniers s'intègrent dans le formel. Des infrastructures ont été construites et dont les travaux s'achèveront à la fin de ce mois de février. Bon nombre au sein de la population souhaitent que les grands magasins qui fournissent ces marchands ambulants soient sanctionnés, étant donné le bénéfice apporté par l'éradication de ces marchands ambulants en matière de fluidité de la circulation, mais aussi pour l'organisation de la ville en général. Dans les actualités internationales de ce soir, l'Ouganda va devoir verser 235 millions de dollars de réparation à la République démocratique du Congo au titre de l'invasion de l'Est du territoire congolais lors de la guerre de 1998 à 2003, a statué hier la Cour internationale de justice. France 24. 325 millions de dollars, c'est le montant des réparations fixées par la Cour internationale de justice à l'Ouganda qui devra être payé à la République démocratique du Congo qui réclamait, elle, 11 milliards de dollars.
Ce montant correspond à l'évaluation des dommages infligés aux personnes et aux biens lors de la Deuxième Guerre du Congo entre 1998 et 2003, en particulier l'invasion puis l'occupation par l'armée ougandaise de la province de l'Ituri au nord-est du pays. Kinshasa affirme que 400 000 civils ont perdu la vie en raison de l'occupation ougandaise et que 600 000 personnes ont été déplacées. Dans ce montant de 325 millions de dollars figurent aussi les réparations pour le pillage des ressources, l'exploitation des forêts ou la destruction des parcs naturels. En 2005, la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire de l'ONU, chargé de régler les litiges entre États, juge que l'Ouganda doit payer des réparations à la RDC. Les deux pays doivent alors trouver un accord sur le montant de la facture. Dès le début de la procédure, l'Ouganda conteste le montant chiffré par Kinshasa, estimant que son pays n'était pas seul impliqué dans cette guerre et que la facture est trop lourde. Les positions irréconciliables des deux pays font durer la procédure. D'audience en audience, inaboutie ou reportée, les choses ont traîné en longueur jusqu'en 2021, lorsque les deux parties présentent enfin leur demande à la Cour, pour qu'un arbitrage soit enfin rendu. Inspiré du mouvement lancé au Canada pour protester contre les restrictions sanitaires, les convois de la liberté sont interdits à Paris, a annoncé aujourd'hui la préfecture de police à Paris. Le mouvement prévoyait de bloquer la capitale vendredi, mais un dispositif sera mis en place pour empêcher les blocages et interpeller les contrevenants à cette interdiction. France 24. Ils se sont donné rendez-vous pour la nuit à ce rond-point de Toulouse. De Perpignan, mais aussi de Narbonne ou de Carcassonne. Les cortèges ont roulé une partie de la journée, réunis par une revendication, la suppression du pass vaccinal. Et certains se sont organisés pour tenir. Le frigo est archi plein. Bon, il est calé pour le voyage. Pourquoi vous avez pris tout ça? Si on va à Bruxelles, on sait pas. On sait quand on part, on sait pas quand on revient. Parti du sud-ouest, mais aussi du sud-est, à 2 mois de la présidentielle, ce mouvement s'immisce dans la campagne. C'est évident que le contexte électoral rend ceci extrêmement délicat et c'est vrai que ça crée les circonstances d'un faux pas possible qui pourrait enrayer une campagne qui semble bien engagée pour Emmanuel Macron, même s'il n'est toujours pas candidat. Une mobilisation difficile à quantifier, mais d'ores et déjà scrutée de près par le gouvernement. Évidemment, tout le monde surveille ça comme le lait sur le feu, à commencer par l'exécutif. Si la candidate Marine Le Pen et Adrien Quatennens de la France Insoumise disent comprendre ces convois, pour l'heure, la classe politique reste plutôt discrète sur ce mouvement qui peut rappeler les Gilets jaunes. Sous des averses de neige, des soldats estoniens et leurs alliés de l'OTAN français et britannique jouent à se livrer bataille à grand renfort de chars, d'artillerie et d'infanterie. Mais l'enjeu relève autant de l'entraînement militaire que de la diplomatie dans ce pays balte voisin d'une Russie qui inquiète. France 24 nous en dit plus. À 200 km de la frontière russe, dans ce camp de l'OTAN, ils se préparent au pire scénario. Celui que tous redoutent. Devoir affronter une armée régulière. Place-toi là, derrière l'arbre. Enfoncée dans plus d'1 mètre de poudreuse. Montez dessus! Un exercice dans les conditions du réel, celle extrême de l'hiver en Europe de l'Est. Ce froid-là, j'ai jamais eu encore. Les mains engourdies. Je sens plus mes doigts. Par des températures négatives. Tu vas bien m'aider vite fait? Aujourd'hui, pour l'entraînement, les Estoniens affrontent les Britanniques et les Français. On a établi le contact avec 2 groupes de combat estoniens. Reçu. Le vrai ennemi potentiel, personne n'ose dire son nom, mais tout le monde y pense. Il faut dire qu'à l'Est, le voisin russe est plus que jamais menaçant. Ici, à Tapa, en Estonie, cette manœuvre annuelle de l'OTAN a aussi pour but de l'impressionner, de le dissuader d'attaquer. C'est de la prévention et surtout, on est là sur un dispositif non agressif. On est prêt à toute menace, mais on n'est pas là pour provoquer. Face aux troupes russes, depuis 2017, les forces de l'OTAN en bleu sur cette carte se sont positionnées de manière défensive dans les pays baltes, la Pologne, la Roumanie à leur demande. Mais ces dernières semaines, les soldats russes multiplient les manœuvres, se rapprochent des frontières de l'Europe. Les 1000 hommes de l'OTAN, 700 Britanniques et 300 Français sont comme une assurance-vie pour l'Estonie et son armée d'actifs de seulement 6000 soldats. Sur le terrain d'entraînement, les Estoniens sont mieux équipés, plus habitués à ce froid polaire. Mais tous ces soldats sont conscients d'avoir besoin du soutien international, notamment pour sa force de frappe.
Ils ont apporté ici des chars que nous n'avons pas. Nous entraîner contre des chars est vraiment important et précieux pour nous. Mais maîtriser de tels véhicules sur ces routes enneigées reste un exercice périlleux, Il est parti un peu trop à gauche. Regarde, t'avais un boulevard à droite. voire très piégeux. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. C'est la fin de ce journal. Très bonne continuation sur Viva et très bonne suite de programme à tous. Au revoir.